Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Et je devrais poser la question, où sont mes camarades faibles? Parce que c'est comme ça que Trump nous a appelés hier, n'est-ce pas? Il a aussi, lors d'une conférence de presse, dit que nous étions stupides de nous intéresser encore au dossier Epstein. Donc je pense qu'on arrive maintenant à la question importante ici, à savoir, qui Trump protège-t-il? Parce qu'il protège clairement quelqu'un. Est-ce lui-même? Est-ce quelqu'un de sa famille? Nous devrions explorer cette piste alors que nous continuons à remarquer des schémas. Bienvenue de nouveau dans les dossiers Epstein. Les dossiers Epstein déclenchent une réaction mondiale parce que, comme vous l'avez vu hier, trop de pays sont concernés. Je parle rien que dans l'épisode d'hier, nous avons déjà couvert l'Ukraine, l'Iran, le Liban, les États-Unis, la France, la Russie, et nous n'avons même pas encore effleuré la surface, mes amis. En fait, je n'ai même pas mentionné hier que le Liechtenstein, un minuscule point en Europe, était le pays par lequel Robert Maxwell blanchissait son argent. Donc, quand il volait les retraites, l'argent passait par le Liechtenstein, puis allait en Israël. Tout le monde est impliqué dans cette affaire. Nous allons aborder l'Afrique du Nord. Au fait, un autre fait amusant et aléatoire que je n'ai pas inclus dans l'épisode d'hier. Devinez quel cabinet d'avocats représentait Robert Maxwell? Ceci provient d'un article de Vanity Fair de 1992. Ils ont réalisé un long portrait sur le mystère entourant la mort de Robert Maxwell. Regardez ça. L'article nous dit que Wilkie, Farr et Gallagher, si ce nom vous dit quelque chose, si ce cabinet d'avocats vous semble familier, d'accord. C'est parce qu'ils sont actuellement le cabinet d'avocats qui représente Blake Lively. Oui, l'article nous dit qu'ils ont représenté Robert Maxwell. Et oui, ils représentent maintenant Ryan Reynolds dans ce que le public remarque comme étant peut-être un jeu totalement truqué contre Justin Baldoni. Est-ce que Israël contrôle les tribunaux? Qui aurait le pouvoir de truquer quelque chose d'aussi manifestement injuste? Que s'est-il passé dans cette affaire? Bref, ce que je veux dire ici, c'est que le monde est une scène, mes amis. C'est une scène. Et d'ailleurs, nous devrions écouter le président Trump qui expliquait hier à la presse alors qu'on lui posait des questions sur les dossiers Epstein. Il a ensuite dit ceci à propos de ce qu'il appelle, entre guillemets, l'arnaque. Écoutez bien, je veux juste... quelque chose. Vous avez dit que cela... Ce n'est pas le procureur général, c'est faux. Ça a été lancé par les démocrates. Ça a été mené par les démocrates pendant 4 ans. Vous aviez Christopher Wray et ses personnages, et Comey avant lui. Et c'est vraiment un mauvais groupe. En fait, ça a commencé, regardez le dossier Steele, ça s'est avéré être une totale supercherie. Les 51 agents, les soi-disant agents du renseignement, c'était une supercherie. Tout cela n'a été qu'une grande supercherie. C'est perpétré par les démocrates. Et certains républicains stupides et insensés tombent dans le piège. Et donc, ils essaient de faire le travail des démocrates. Écoutez, je suis heureux d'être stupide. Je suis heureux d'être insensé. J'étais très heureux de faire partie du panier des déplorables. Les attaques ad hominem ne signifient rien pour moi, surtout quand il s'agit d'un réseau qui implique de faire du mal aux enfants. D'accord. Je trouve simplement que c'est tellement ridicule d'essayer de diviser les gens et de faire croire que c'est un combat entre la gauche et la droite. Ce n'est pas ça. En fait, nous ne sommes pas stupides, mais nous sommes contents que vous nous traitiez de ces noms-là. Et quand je l'entends dire ça, cela me motive encore plus à creuser ce sujet. Je pense vraiment que rien ne devrait nous pousser davantage à vouloir démêler l'affaire Epstein que la quantité de manipulation mentale qui a lieu en ce moment. Alors, reprenons tout de suite. Nous allons d'abord décortiquer l'histoire d'Epstein parce que je veux que nous restions très concentrés. Il va y avoir tellement de noms, tellement de choses qui se passent. À la fin de cette série, nous parlerons de mythologie grecque, vraiment. Et je veux m'assurer que, très tôt, nous établissions certains fils conducteurs et certaines tendances que vous verrez au fur et à mesure que nous commencerons à tisser cette toile, d'accord? Voici les indicateurs jusqu'à présent. Blanchiment d'identité. C'est un élément majeur de tout cela. La capacité des gens à changer de nom et à utiliser différents noms.
Nous voyons déjà cela très tôt dans cette histoire, comme nous l'avons vu avec Robert Maxwell. Vous pouvez laisser cette diapositive affichée. Le prochain point, c'est le toucher de Midas. D'accord? Le toucher de Midas, c'est cette personne n'était pas qualifiée et pourtant elle a été choisie. Quelqu'un avait la main sur elle et elle a été propulsée dans les rangs. Le troisième, évidemment, c'est la déviance sexuelle. Robert Maxwell, nous en avons déjà parlé. Un élément de mise en scène. On pourrait aussi dire que c'est une deuxième partie qui accompagne le blanchiment d'identité. Ils deviennent des personnes différentes, avec des histoires différentes. C'est très bohème. D'accord. Et le dernier élément de tout cela, c'est le révisionnisme historique. Nous disons de ne pas nous souvenir de ce qui s'est passé hier. Réécrire, c'est quand les publications s'en mêlent, changent constamment le nom de quelqu'un, les aident et nous disent « N'oubliez pas ce qui s'est passé hier ». C'est ce que nous vous disons, le présent, c'est maintenant. Nous avons déjà parlé de la vie étrange d'Epstein, mais nous allons le refaire ici parce que maintenant, nous sommes officiellement dans la série. Et comme vous le savez, les indicateurs que nous avons identifiés dans l'histoire de Robert Maxwell sont également nombreux ici dans l'histoire d'Epstein. Son histoire commence en 1953. Et ne vous inquiétez pas, j'ai créé une chronologie pour vous, les gars à la maison. Je sais que certains d'entre vous aiment mettre sur pause et parcourir les chronologies. C'est en 1953 que Jeffrey Epstein naît. On nous dit que Jeffrey Epstein a passé son enfance à Brooklyn, dans le quartier de Seagate, dont la population est composée à 80% de juifs orthodoxes d'origine russe. D'accord, donc ils arrivent et s'installent à Brooklyn. Cela va être pertinent pour la suite de cet épisode, alors je veux que vous vous en souveniez. Et de la même manière, nous en avons parlé lorsque nous avons évoqué Robert Maxwell hier. Ses parents étaient Seymour Epstein, qui travaillait au service des parcs de la ville, et Pauline Epstein, qui était assistante scolaire. On nous dit qu'il était issu de la classe moyenne new-yorkaise. C'est toujours la même histoire qu'on nous raconte. Tous ces réfugiés n'avaient pas grand-chose au départ. Et puis, ils vont tous devenir très riches en très peu de temps. Des millions et parfois des milliards. Nous savons qu'il a fréquenté les écoles publiques locales avant d'entrer au lycée Lafayette, qui se trouve dans le sud du centre de Brooklyn. C'est en fait une photo de Jeffrey Epstein que nous avons ici à l'écran. Quelqu'un avait inclus ceci et a dit « Epstein a signé l'annuaire du lycée de mon père et a écrit « Sois cool » dans son annuaire. Donc, c'est Jeffrey Epstein. Et on nous dit ensuite qu'il aurait obtenu son diplôme plusieurs années en avance. D'accord? Je ne sais pas combien d'années en avance. Était-il en première année et ils l'ont juste fait sortir? Mais nous savons qu'il réapparaît ensuite en 1969. Jeffrey Epstein entre au prestigieux Cooper Union College. Mais ensuite, soudainement et de façon inexplicable, il abandonne. Il abandonne tout simplement. Puis il s'inscrit de nouveau en 1971 à l'Institut courant des sciences mathématiques de la NYU. Et il est là en 1971 pour étudier l'aspect mathématique. De la physiologie cardiaque? C'est très spécifique. Mais devine quoi? Il n'arrive pas au bout parce qu'il abandonne. Il abandonne l'Institut courant. Encore une fois, on ne nous donne pas de raison. C'est inexplicable. Ce que nous savons, c'est qu'en 1973, Donald Barr, dont nous avons parlé, qui était alors le directeur du prestigieux Dalton School, publie ce livre mystérieux, Space Relations. Nous en avons parlé. Et ce livre annonce un réseau de chantage sexuel, des enfants qui vont être abusés, tout cela pour servir cette colonie spatiale démoniaque appelée Kossar, K-O-S-S-A-R, les gars, à ne pas confondre avec Kaisers, d'accord? Ils sont impliqués dans le trafic sexuel et, pour une raison quelconque, c'est un livre vraiment répugnant que le directeur d'une école a décidé de publier en 1974, pas du tout inquiétant. Et il prédit l'histoire de Ghislaine et Jeffrey Epstein. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit auparavant, c'est qu'il faut mentionner que Donald Barr était à l'époque membre de l'Office of Strategic Services, en Amérique, l'OSS, qui est devenu la CIA. C'est le prédécesseur de la CIA. D'accord, donc vous avez ce type qui est un agent du gouvernement qui publie ce livre prédisant un réseau de trafic sexuel, une colonie puissante qui croit être au-dessus de tout le monde. Et oui, alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais aussi vous faire remarquer que Donald Barr, parce qu'on a un élément de tout ça, c'est le changement d'identité. Et une façon de changer d'identité, c'est simplement d'être baptisé dans une église. C'est quelque chose que mes recherches m'ont permis de comprendre. Beaucoup de baptêmes, quelques changements de nom.
Donald Barr a aussi été élevé, il était juif, de parents juifs, puis il a décidé de se convertir au catholicisme. Donc il s'est converti au catholicisme, mais ethniquement, il est juif, et donc son fils, William Barr, le serait aussi. Bien sûr, c'est pertinent pour l'histoire, alors que nous commençons à en apprendre davantage sur le Mossad et Israël. Revenons maintenant à la chronologie d'Epstein, en 1974. C'est quelques mois après avoir abandonné l'Institut courant. Inexplicablement, Epstein est alors embauché à la Dalton School où notre homme du gouvernement, avec ses fantasmes étranges et les livres qu'il publie, dirige l'école. Et pourquoi Epstein est-il embauché? Eh bien, il est engagé pour enseigner les mathématiques et la physique, alors qu'il n'a de diplôme dans aucune de ces matières. École prestigieuse, 50 000 $ par an. En 1976, Epstein est renvoyé de son poste d'enseignant à la Dalton School. Les parents se plaignaient de la faiblesse de son enseignement. Cela a également été allégué par les élèves qui fréquentèrent l'école. NPR a publié un long article à ce sujet, qu'il était souvent en compagnie de jeunes filles qu'il avait enseignées en dehors de l'école. Et voici un extrait d'un article du New York Times. 8 anciens élèves qui ont fréquenté cette prestigieuse école pendant que des élèves ayant connu la brève période d'Epstein là-bas ont déclaré que sa conduite avec les adolescentes avait laissé une impression qui a perduré pendant des décennies. Une ancienne élève se souvenait de l'avoir vu arriver à une fête où les élèves buvèrent de l'alcool, tandis que la plupart se rappelaient son attention persistante envers les filles dans les couloirs et les salles de classe. Elle a dit « Je me souviens d'avoir pensé à l'époque que c'était mal. » Ceci est une citation de Scott Spicer, qui a obtenu son diplôme à Dalton en 1976. Eh bien, peu importe, parce que, vous savez, il est parti en 1978. La légende raconte, vous savez, une sorte de main de Midas qu'il transformait tout en or. La légende veut que, grâce à une connexion à l'école, il donnait des cours particuliers à l'enfant de quelqu'un et qu'il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre dans une situation où il rencontre le PDG de Bear Stearns. Ce PDG est Alan Greenberg, qui décide alors de le nommer assistant junior à la salle des marchés, car il ne connaît visiblement rien à la finance. Je ne sais même pas s'il y a quoi que ce soit concernant les mathématiques ou les sciences. Mais en seulement 4 ans, il gravit les échelons et devient associé. Il est associé commanditaire chez Bear Stearns. Quoi? Ne vous inquiétez pas, les gars. En 1981, il quitte Bear Stearns et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, certains employés disent qu'il a été licencié, mais Jeffrey Epstein a toujours affirmé qu'il avait démissionné de son plein gré après une infraction relativement mineure avec la SEC qui s'est soldée par une amende relativement faible de 2 500 $. C'est sa version des faits et il s'y tient, ou il s'y tenait, ou il s'y tient encore. Qui sait s'il est en vie? Mais chose curieuse, son départ a coïncidé avec l'ouverture, le jour même, de Jeffrey Epstein. Au moment où il est parti, la SEC ouvrait en fait une procédure pour enquêter sur un délit d'initié qui aurait eu lieu dans le cadre d'une offre publique d'achat menée par Edgar Bronfman Sr., qui était le dirigeant de Seagrams. Maintenant, si ce nom vous dit quelque chose, Edgar Bronfman Sr., parce qu'hier, je vous ai dit de ne pas oublier ce nom. Je vous ai dit de vous souvenir du nom d'Edgar Bronfman Sr., parce que c'était l'homme qui travaillait à cette époque avec Robert Maxwell, puisqu'il dirigeait également le Congrès juif mondial et qu'il collaborait avec Robert Maxwell sur la crise des refusniks. Essentiellement, nous voulons que les Juifs russes viennent s'installer en Israël. Le gouvernement russe dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi accorderions-nous simplement des visas à tout le monde pour aller en Israël? Je veux être clair, c'est précisément cette année-là, en 1981, qu'Edgar Bronfman devient président du Congrès juif mondial et se concentre sur ce projet visant à faire pression sur la Russie pour qu'elle accorde des visas aux Juifs russes afin qu'ils puissent partir en Israël. Et il faut se demander, maintenant que l'on sait qu'à la même époque, il travaille avec Jeffrey Epstein et que la SEC commence à se pencher sur la question en se disant « Attendez, je crois qu'il vient d'y avoir un délit d'initié ici. » Il faut se demander ce qui a soudainement convaincu les Russes de permettre que cela ait lieu. Ou qu'est-ce qui a convaincu, d'ailleurs, les Juifs russes, dans ce cas, de vouloir abandonner leur patrie pour partir au Moyen-Orient? Y avait-il une incitation qui leur a été offerte? Y avait-il une incitation financière qui leur a été offerte? Je ne fais que poser des questions. Robert Maxwell était-il le seul pro-Israël de haut niveau à commettre des crimes financiers pour aider Israël?
Parce qu'il faut se rappeler, il vole des fonds de pension. Qu'est-ce qui se passe ici avec ces banques qui rencontrent des problèmes? Je noterai maintenant que, selon un article de Vanity Fair de 2003, la SEC n'a jamais officiellement engagé de poursuite contre Bear Stearns pour délit d'initié, mais ces questions semblaient indiquer qu'elle était remarquablement sceptique. L'organisme de la SEC était remarquablement sceptique quant aux réponses d'Epstein. Vanity Fair écrit que certaines sources se demandaient pourquoi, s'il avait un rôle aussi important chez Bear Stearns, il était associé. Pourquoi serait-il parti pour une simple amende de 2 500 $? Il était clair que quelque chose d'autre se passait là-bas. Maintenant, la prochaine partie de la biographie d'Epstein devient un peu floue. Et je veux vous dire, d'ailleurs, ce qui l'intéressait, c'est un peu comme quel était son profil public. Vous savez, il avait tout cet argent. On ne sait pas vraiment comment il l'a obtenu, ni comment il le gagne, mais il est partout. Et je vais vous dire certaines choses qui le passionnaient. C'est quelqu'un de passionné. Il était passionné par les questions liées à la conscience humaine, au fonctionnement du cerveau et aussi, en particulier, au transhumanisme. Bon sang, cela devient vraiment un thème récurrent, le transhumanisme. Il avait parlé de son intention de faire congeler son corps pour être réanimé dans le futur lorsque la science le permettrait, et il envisageait l'insémination des dizaines de femmes avec son sperme afin, je cite, de renforcer le patrimoine génétique de la Terre. Bon, j'ai compris. Je vais juste m'arrêter ici et dire que cela aurait pu être des idées que je lisais venant d'Elon Musk. Je veux dire, c'est quelque chose dont il parle beaucoup. Il s'intéresse à la conscience humaine. Il est un peu en train de faire ça. J'ai toujours dit et soutenu qu'il y a quelque chose d'étrange dans le passé d'Elon Musk. Ça me donne le toucher de Midas. Quand je le regarde parler, ça ne me convainc pas. Je n'y crois pas. Laissons ça de côté. Idées d'Epstein, pas celles d'Elon Musk. Elles auraient juste été un peu les mêmes. Et pourtant, il voulait faire cela simplement pour renforcer le patrimoine génétique de la Terre. Vous savez, inséminer des dizaines de femmes avec son sperme. Et il soutenait donc Germinal Choice, qui est une banque de sperme de lauréats du prix Nobel. D'accord. Jeffrey Epstein, dans ce rôle également, a bien sûr fait des dons de dizaines de millions de dollars à Harvard. Je dis « bien sûr » parce que, comme nous l'avons appris, Harvard mène une sorte d'opération du Mossad. Je me sens très à l'aise d'affirmer qu'il est très clair pour moi que l'on voit toutes ces personnes passer par Harvard, y entrer mystérieusement, des gens pas très brillants et soudainement placés à des postes de pouvoir. Donc je pense que c'est une supposition raisonnable. Je vais dire que c'est mon opinion. Il vaut mieux faire attention car Harvard réprime la liberté d'expression en ce moment. Ensuite, il a fait Jeffrey Epstein, des dons assez curieux étant donné qu'il n'a pas d'enfants. Il a donné 25 000 $ à un club de tennis pour enfants dans le Maryland. Il a donné 30 000 $ à une école maternelle à New York. Il a donné 15 000 $ à une école privée pour filles qui se trouve à 2 pas de son manoir new-yorkais. En 2017, il a fait un autre don de 50 000 $. Cette fois-ci, à la UJA, qui est la Fédération des œuvres philanthropiques juives de New York, et qui s'engage ouvertement en faveur de la gouvernance mondiale. Il s'engage ouvertement à établir ce gouvernement mondial unique. Epstein a également fait des dons à de nombreux politiciens. Je vais vous en donner quelques-uns ici. Il y a des noms intéressants sur cette liste. Vous pouvez parcourir cette liste, mais le président George H.W. Bush se démarque clairement. L'ancien secrétaire d'État John Kerry se démarque aussi. Je sais que les Clinton figurent également sur la liste. Le gouverneur John Kasich est sur cette liste. Le sénateur Chuck Schumer est sur cette liste. C'est assez révélateur. Il a principalement fait des dons aux démocrates, mais il est très révélateur de voir à quel républicain il a choisi de donner. L'ancien sénateur Bob Dole est vraiment un cas qui, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde. Quelqu'un devrait vraiment creuser ce récit et voir ce qui l'a motivé à donner à ces personnes, surtout dans des États où il ne vivait pas. Maintenant, pour revenir à notre chronologie, 1981, c'est une grande année, n'est-ce pas? On le retrouve avec Edgar Bronfman. Edward Bronfman travaille concrètement avec Robert Maxwell. Et c'est aussi en 1981 qu'a commencé l'affaire Iran-Contra dont nous avons parlé hier. L'affaire Iran-Contra est ce qui relie Epstein à Robert Maxwell, non seulement par l'intermédiaire d'Edgar Bronfman, mais aussi à travers le scandale des Refusenix, mais aussi, comme Harry Ben-Menache nous l'a dit, l'insistance à cette époque venait de Robert Maxwell dans son bureau à Londres,
leur disant qu'ils devaient simplement laisser Epstein participer aux discussions sur les armes, n'est-ce pas? Laissez Epstein entrer là-dedans, incluez-le. Vos supérieurs vous ont dit que ce type était fiable, et maintenant vous devez l'inclure dans ces accords sur les armes. Et Harry Ben-Menachie disait, même si on nous l'avait ordonné, on pensait qu'il était idiot, qu'il n'était pas compétent, donc nous ne l'avons pas impliqué. Mais oui, il a fini par monter une petite affaire de chantage, faisant chanter des politiciens américains. Alors, ce qui se passe en 1987 est assez pertinent, car il s'agit, de façon assez appropriée, d'un entrepreneur britannique de la défense. Il s'appelait Douglas Lees, donc quelqu'un qui fournit des armes et de la technologie à l'armée d'un pays. C'est lui, Douglas, qui a recommandé Jeffrey Epstein comme un génie sans morale, à Stephen Hoffenberg. Stephen Hoffenberg était le PDG d'une société financière appelée Towers Financial Corporation. D'accord. Donc, nous devrions le reconnaître tout de suite, le préciser. Avant d'entrer dans ce qui s'est passé avec Towers Financial Corporation, ce qu'Harry Minash nous a dit est évidemment vrai. D'ailleurs, j'essaie juste d'aider cette administration, parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas si Jeffrey Epstein était lié à un autre gouvernement. Ils n'ont aucune idée s'il travaillait pour les services secrets d'un autre gouvernement. Ils n'ont aucune idée s'il avait des liens avec des services de renseignement ailleurs. Voilà la réponse. Si je peux faire ça depuis chez moi, je me dis que peut-être les fédéraux pourraient le faire aussi. Peut-être commencer par Harry Minash, qui a déclaré cela publiquement. Peut-être commencer avec ces autres personnes qui vous expliquent comment elles sont liées. Commencer par Bronfman, examiner toute cette affaire. J'essaie juste d'aider le gouvernement des États-Unis ici. Quoi qu'il en soit, cela confirme que ce qu'Harry Minash a dit était vrai, à savoir que Robert Maxwell a impliqué Jeffrey Epstein dans le trafic d'armes. Et Vicky Ward, d'ailleurs, qui est journaliste, a également rapporté qu'Epstein avait agi au nom du trafiquant d'armes saoudien Adnan Khashoggi. Maintenant, si vous vous souvenez de toute l'affaire Khashoggi, vous vous dites « Oh, je me rappelle de ce nom, Jamal Khashoggi ». C'était, soi-disant, le journaliste qui a été, de façon brutale, assassiné. Il était, soi-disant, juste un chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi. Non, ce n'était pas le cas. Il n'était pas simplement un chroniqueur du Washington Post. Son oncle, Adnan, et cela selon les États-Unis, selon un rapport du renseignement de la Défense, il était cité comme l'un des plus grands exportateurs de drogue depuis la Colombie. Dans les années 1980 et 1990. Et aussi Victor Ostrovsky, dont nous avons parlé hier. C'est l'homme qui a fait défection du Mossad. Il a également affirmé dans son livre que la loyauté d'Adnan, cependant, n'allait pas à l'Arabie saoudite, mais en réalité au Mossad. Il aurait apparemment été un agent de longue date des services secrets israéliens. D'accord, il est donc très clair que Jeffrey Epstein travaillait avec, pour et autour du Mossad. Je veux dire, c'est tout simplement absurde de prétendre le contraire. Cela explique aussi pourquoi il avait un passeport saoudien. Encore une fois, si nous sommes capables de comprendre cela depuis chez nous, pense-t-on vraiment que Trump, l'administration et Pam Bondi, avec tous les dossiers sous les yeux, ne peuvent pas le faire aussi? Bref, revenons à la Tower Financial Corporation. Jeffrey Epstein est maintenant là-bas. Un sous-traitant de la défense recommande qu'il obtienne ce poste. Et ce qui se passe, c'est que cela devient l'un des plus grands systèmes de Ponzi de l'histoire des États-Unis. Le plus grand, jusqu'à ce que Bernie Madoff arrive des années plus tard. Donc, Stephen Hoffenberg, le PDG, qui, à l'époque où ce système de Ponzi s'est effondré, a fini par aller en prison pour des crimes liés à leur combine et à l'effondrement final de la banque à cause de cela. C'est un système de Ponzi. Il y a un effondrement massif, n'est-ce pas? Il a affirmé qu'à la banque, c'était en réalité Epstein. C'était Epstein qui, je cite, était très fortement impliqué dans le côté illégal de l'entreprise, du blanchiment d'argent à l'espionnage en passant par le trafic d'armes. La plupart de ses activités étaient criminelles. Après cela, Epstein a pu financer son entreprise criminelle, la Financial Trust Company et J. Epstein & Company. Il y en avait une autre, je crois qu'elle s'appelait International Asset Collections. Il a pu financer tout cela avec les actifs et l'argent issus des crimes financiers de Towers. Fin de citation. Donc oui, mais concernant Jeffrey Epstein, la chute de Towers. Dans le système de Ponzi, Jeffrey Epstein n'est pas tombé avec eux car en 1993, Jeffrey Epstein a quitté la banque Towers Financial juste avant son effondrement.
Donc, oui, alors que Steven Hoffenberg a passé 18 ans en prison en tant que cerveau de la fraude de la Towers Financial Corporation, il a en réalité affirmé que c'était Epstein qui était le véritable cerveau. Il a en fait tenté sans succès de poursuivre Epstein en justice à 3 reprises après sa sortie de prison en 2013. Il a déclaré que Jeffrey Epstein était le véritable architecte et que Jeffrey Epstein l'avait manipulé. Je dois vous dire que j'ai tendance à le croire, vu ce que nous voyons, ces schémas. Oui, je penserais que quelqu'un l'a envoyé comme agent, un contractant de la défense, c'est vraiment difficile. C'était un type en qui on pouvait avoir confiance. Et alors, Jeffrey Epstein travaille en réalité pour le compte de qui? Peut-être pas pour votre entreprise. Peut-être pas pour l'Amérique du tout. Ces crimes financiers, ce schéma, Robert Maxwell, Jeffrey Epstein, on voit très clairement qu'ils pilent la tirelire. Les personnes qui souffrent sont celles dont c'était les retraites, lorsque Robert Maxwell a volé les fonds de pension du Mirror Group. En Amérique, c'est la même chose. Vous savez, quand il y a ces arnaques à la Bernie Madoff et qu'on vous dit « Oh, tout l'argent a disparu et toutes vos économies ont été épuisées. » Mais vous savez, il va juste falloir que vous travaillez plus dur. Je pense qu'on peut probablement s'arrêter là dans l'histoire de Jeffrey Epstein, car ensuite, il faut aborder sa relation mystérieuse avec Leslie Wexner. C'est une relation très étrange. Je dois vous dire que nous ne sommes pas vraiment au courant de grand-chose, puisqu'il verrouille tout. Mais des années plus tard, lorsque Jeffrey est en fait interrogé sous serment en lien avec ses crimes sur des mineurs, il est intéressant d'écouter et de réfléchir aux questions que le procureur lui pose tout au long de la déposition. Écoutez cet extrait de la déposition de Jeffrey Epstein. Faire. Vous vous considérez comme bisexuel? Non. Quoi qu'il en soit, vous avez bien entretenu une relation sexuelle avec Leslie Wexner à un moment donné. Est-ce vrai? Non. Mais, Fifty, depuis combien de temps es-tu sexuellement attiré par les jeunes filles mineures? Objection. Harcèlement. Argumentatif. Mais est-ce que vous plaisantez? Je veux dire, je n'ai pas l'impression de dévoiler des secrets ici, n'est-ce pas? Passez à la grève. M. Epstein, avez-vous été victime d'abus sexuels lorsque vous étiez mineur? Encore? Avez-vous été victime d'abus sexuels enfant? Vous savez, j'aimerais encore une fois répondre à toutes vos questions, s'il y en a qui me semblent pertinentes, mais je serais ravi de répondre à toute question pertinente à ce stade. Cependant, mes avocats m'ont conseillé de ne pas répondre aujourd'hui aux questions pertinentes à ce procès. Je dois accepter leurs conseils ou risquer de perdre mon droit garanti par le 6e amendement à une représentation efficace. En conséquence, j'invoque donc mes droits du 5e, 6e et 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Bien sûr, c'est une stratégie juridique, surtout quand on sait qu'il prépare le terrain pour qu'il signe simplement un accord de plaidoyer, sans sorte, puis continue à diriger le bureau du shérif à Miami. C'est une stratégie de dire « invoque simplement le 5e amendement pour tout ». Mais si mon avocat me disait d'invoquer le 5e amendement pour tout et que certaines questions étaient tellement absurdes, je me dirais « non ». Évidemment pas. Mais qu'est-ce qui a poussé l'accusation à lui demander s'il avait ou non une relation sexuelle avec l'ex-Wexner? Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qui est devenu évident lorsqu'ils l'avaient devant eux, qu'ils essayaient de l'inculper et que quelqu'un arrive, la main de Midas, et dit « Laissez ce type tranquille. Il est à nous. » Qu'est-ce qui les a poussés à poser cette question? C'est une question très précise. Avez-vous une relation sexuelle avec l'ex-Wexner? Question très précise de lui demander s'il a été agressé sexuellement dans sa jeunesse ou non. Alors, c'est très intéressant. Il y a beaucoup plus à analyser. Je voulais garder du temps aujourd'hui pour examiner ce qui pourrait éventuellement motiver Trump en ce moment, car il est, à mon avis, très, très pertinent de se poser cette question. D'abord, je veux passer la parole à nos sponsors. Je vous ai déjà parlé de Preborn et je vous répète que je suis pro-vie. Cela signifie que je soutiens les mères avant la naissance de leur bébé et longtemps après, et c'est exactement pour cela que je me suis associée à Preborn. Preborn n'est pas là pour juger les femmes. Ils rendent simplement la maternité possible pour elles. Ils offrent des échographies gratuites, partagent l'Évangile de Jésus-Christ et surtout, ils restent présents après la naissance du bébé avec un soutien concret en fournissant aux futures mamans des couches, des vêtements pour bébé et même un logement et une aide financière pendant jusqu'à 2 ans après la naissance de l'enfant.
Voilà à quoi ressemble la véritable compassion centrée sur le Christ. Et voici comment vous pouvez y participer. Avec seulement 28 $, vous offrez à une maman une échographie gratuite, une occasion de voir son bébé, et lorsqu'elle le fait, elle a 2 fois plus de chances de choisir la vie. Preborn s'est donné pour mission de sauver 70 000 bébés cette année. Alors ne vous contentez pas de dire que vous êtes pro-vie, vivez-le. Faites un don dès maintenant. Il vous suffit d'appeler le 855-600-120-229. Encore une fois, le numéro est 855-600-12229 ou visitez preborn.com/Candace. C'est preborn.com/Candace. Je veux aussi parler de Beekeepers, car maman de 4 jeunes enfants, la vie est toujours en mouvement. Il y a les trajets pour l'école, le travail, les voyages, les rendez-vous pour jouer, et soyons honnêtes, il y a des microbes partout. C'est pourquoi je suis tellement reconnaissante envers Beekeepers Naturals et leur incroyable spray à la propolis pour la gorge. Si vous n'avez jamais entendu parler de la propolis, c'est une substance naturelle qui soutient l'immunité et que les abeilles fabriquent pour protéger leurs ruches. C'est comme un bouclier naturel, rempli d'antioxydants et de plus de 300 composés bénéfiques. Elle est utilisée depuis des siècles pour renforcer l'immunité, apaiser la gorge et vous garder en forme. J'utilise le spray à la propolis pour la gorge, surtout pendant les voyages ou la période scolaire. C'est naturel et sans ingrédients imprononçables. Il n'y a ni colorant, ni produits chimiques, ni sucres artificiels. Beekeepers Naturals a récemment lancé une version de leur spray nasal adapté aux enfants. La brume est très douce et délicate, donc les enfants l'utilisent vraiment. Que vous soyez un parent occupé ou que vous vouliez soutenir votre système immunitaire, il existe une solution naturelle, une vraie révolution. Aujourd'hui, Beekeepers Naturals propose une offre exclusive. Rendez-vous sur beekeepersnaturals.com/Candice et entrez le code Candice pour 20% de réduction sur votre commande. Les produits Beekeepers Naturals sont également disponibles chez Target, Whole Foods, Amazon, CVS et Walgreens. C'est beekeepersnaturals.com/Candice. Et n'oubliez pas d'entrer le code Candice lors du paiement. Très bien. Alors, qui Trump protège-t-il? On est en droit de se poser la question. Je ne crois pas, et je sais que certains d'entre vous dans les commentaires sont en colère contre moi. J'ai dit que je ne crois pas que Trump soit dans les dossiers Epstein. Vous dites, Candace, voyons, il est évidemment dans les dossiers Epstein. Et je maintiens que je suis sincère avec vous quand je dis que je ne pense vraiment pas que Trump soit dans ces dossiers d'une manière qui le rendrait nerveux à l'idée que cela sorte. Je ne le vois tout simplement pas comme ça. En revanche, je crois qu'il pourrait être motivé à protéger quelqu'un d'autre qui y figure ou à protéger quelqu'un qui serait impliqué dans ce scandale de chantage. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui serait prêt à déplacer des montagnes pour protéger ses enfants. Et je dirais même, surtout Ivanka, je ne pense pas qu'Ivanka Trump soit dans les dossiers. Je ne pense pas qu'elle ait été filmée en train de faire quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose dans cette histoire concernant Jared Kushner et Ivanka qui commence à me mettre mal à l'aise. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant tout le premier mandat, j'étais très souvent autour d'eux. Et je vais dire ceci, Jared et Ivanka sont des gens adorables. Ils sont très gentils. Et je ne parle pas d'eux pour faire croire qu'ils ont fait quelque chose de mal dont j'aurais connaissance. Mais je pense que cela a mis beaucoup de gens du mouvement MAGA mal à l'aise que Jared soit aussi intimement impliqué. C'est vrai, c'était la personne qui avait l'oreille de Trump. C'est vrai, il y a le roi. Il y a la personne qui murmure à l'oreille du roi. Le conseiller du roi a beaucoup de pouvoir. Des livres en parlent. Vous savez qui c'est, qui était le président? C'est cette personne qui détenait réellement le pouvoir. Je crois que ça s'appelle quelque chose comme les amis du président ou tous les amis du président. Je ne me souviens plus du titre. Jared était cette personne. Tout le monde savait que pour avancer, passer par Jared. D'accord, Jared dirigeait la Maison-Blanche lors du premier mandat. C'était tout simplement le cas. Et son attitude est telle que, lorsqu'il faisait ce travail, il le faisait très bien parce que tout le monde aime Jared, c'est-à-dire qu'il ne froisse personne dans le processus. Et ce qui, je pense, m'a dérangé, c'est que Jared avait tellement de pouvoir et qu'il a obtenu beaucoup de choses qu'il voulait grâce au président Trump. Mais ensuite, quand Jared a quitté son poste à la Maison-Blanche, soudainement, on apprend que l'Arabie saoudite injecte 2 milliards de dollars dans son fonds. D'accord, voici un titre du Wall Street Journal. Le nouveau fonds de Jared Kushner prévoit d'investir l'argent saoudien en Israël. D'accord. Et en petits caractères, il est écrit dans les mentions légales que le fonds souverain d'Arabie saoudite a engagé 2 milliards de dollars auprès de M. Kushner et ses partenaires Affinity, c'est le nom, de son fonds qui accepte pour la première fois d'investir dans des entreprises israéliennes. Donc cela se produit dès qu'il quitte la Maison-Blanche. Et puis tu te dis, OK, ton père se présente à nouveau et Ivanka est introuvable.
Quand je dis introuvable, je veux dire que même à l'approche de l'événement, OK, très bien. Tu dis que tu veux quitter la politique et que tu veux... C'était la version officielle, tu veux juste passer du temps avec ta famille. Mais elle était tellement indifférente à la course de 2024 qu'elle n'a même pas consacré un poste, par exemple, au vote le soir de l'élection. Je ne plaisante pas. La veille de l'élection, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Ivanka est allée sur X alors que tout le monde s'inquiétait de savoir si on allait encore avoir un pays. Vous savez, cette panique que l'on ressent en tant que citoyen quand il importe vraiment de savoir qui va diriger ce pays, ça compte vraiment. Donc, que vous espériez Kamala, ce n'était certainement pas mon cas, ou que vous espériez Trump, l'idée que l'autre personne puisse gagner, et les gens étaient anxieux. J'avais de l'anxiété pour l'avenir de mes enfants. Je me disais, il se peut qu'on ait plus de pays dans 4 ans, mais pas Ivanka. Elle n'a même pas dit quelque chose du genre « Hey, je vais rester en dehors de tout ça, mais votez pour qui vous voulez ». Elle a fait un hommage d'anniversaire à elle-même. La veille, elle avait son anniversaire. C'était ça, le post la veille de l'élection. Et elle a écrit « Cette semaine, j'ai eu 43 ans ». Ce n'était même pas comme si c'était la veille de son anniversaire. C'était comme la semaine précédente, son 43e anniversaire. Puis, elle a écrit en réfléchissant aux leçons de la vie. Voici quelques vérités que j'ai apprises en chemin. Premièrement, la famille et les amis sont tout. Deuxièmement, pardonnez aux gens, cela vous libère. Troisièmement, tout le monde est un enseignant. Quatrièmement, évitez le lachon hara, c'est-à-dire les commérages. Cinquièmement, ayez confiance en vous. Je veux dire, 6, nourrissez votre corps. 7, profitez du soleil. Je me dis, waouh, c'est sympa. C'est sympa. Et c'est ça qui t'inquiète. On est tous à cran. On se ronge tous les ongles ici. Et elle, tu vois, c'est comme si elle était sur Zanga dans les années 2000. Tu sais, comme si elle sortait ces citations qu'on mettait sur son profil IM quand on était absent. Tu sais, tu viens de découvrir quote.com et tu dois écrire un message d'absence sur AM ou te faire un profil parce que tu viens de rompre avec ton copain à 13 ans. Ça tombait juste à côté, tu vois. Et puis j'ai réalisé, wow, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout affectée d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'ils font partie de cette catégorie de la société pour qui les élections n'ont aucune importance. Parce que ta famille va bien. Ta famille va bien quoi qu'il arrive. Et j'ai eu cette pensée. Je me suis dit, bon, ouais, je viens d'avoir 2 milliards. Maintenant, vous êtes parti. Vous ne vous souciez même pas de savoir si... Vous ne vous souciez même pas de papa, que ton père gagne cette élection. Je dis même d'aller voter. Il n'y a rien. Aucun travail n'a été fait. Et donc, concernant l'argent, on pourrait penser qu'après avoir été en fonction et parlé à ton beau-père, peut-être que cet argent viendrait massivement en Amérique. Eh bien, Forbes a mené une enquête très approfondie sur l'endroit où allait cet argent. Voici le titre. C'était « Pourquoi Jared Kushner deviendra milliardaire, peu importe qui gagne ». C'était l'impression que j'ai eue en lisant sa publication. Peu importe. Et dans cet article, on nous dit, je cite, « Affinity a eu un démarrage lent, n'ayant presque déployé aucun capital lors de sa première année, pendant que Kushner apprenait les ficelles du métier et naviguait sur un marché turbulent en pleine pandémie. Mais depuis, le rythme s'est accéléré et il a désormais investi environ 1,6 milliard de dollars dans au moins 8 entreprises au Brésil, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis dans des secteurs allant de la finance à l'énergie. Ces investissements les plus remarquables jusqu'à présent sont ceux réalisés en Israël. En septembre 2023, Affinity a annoncé un accord de 110 millions de dollars pour une participation de 15% dans la branche automobile et crédit du conglomérat Shlomo Group. Il s'agissait du tout premier investissement connu de fonds souverains saoudiens et qataris en Israël. Je vais juste en rire parce que je suis financé par le Qatar. D'accord, faites tomber les Ganazoan. C'est juste qu'Israël traite avec le Qatar tout le temps. C'est ça le point ici. Je dis que c'est significatif parce que aucun des États du Golfe n'a de relations diplomatiques avec Jérusalem et Kushner a dû obtenir des dérogations des deux gouvernements pour que cela soit possible. Donc il agit comme intermédiaire entre le Qatar et Israël pour conclure cet accord. C'est ça. Pendant que le reste d'entre nous est accusé d'être financé par le Qatar pour une raison quelconque, j'imagine que ça, c'est acceptable. Comme si les sionistes n'avaient aucun problème avec ça. L'accord Shlomo nous indique qu'il a été conclu en janvier et 6 mois plus tard, Affinity a acheté pour environ 130 millions de dollars d'actions de la société israélienne de services financiers cotée en bourse Phoenix Financial. Et voici ce que Jared avait à dire à ce sujet. Il a dit, je cite, « Cela ne m'a rapproché que davantage de mes investisseurs. »
Le fait que j'investisse de l'argent du Golfe en Israël après le 7 octobre, c'est très important. Nous devons rassembler tout le monde, a-t-il déclaré. D'accord, j'aimerais vraiment que cet argent soit investi en Amérique. Encore une fois, parce que tu as utilisé ta fonction pour faciliter des accords qui t'aideraient, toi et ta famille. Bien sûr que tu as fait ça. Mais ce qui est aussi frappant, c'est la publication de Jared, car on se demande alors, d'accord, quelle est sa vision après le 7 octobre? Nous savons ce que c'est parce qu'en réalité, juste quelques mois après le 7 octobre, Jared était sur scène à Harvard, bien sûr à Harvard, et il a dit ceci à propos du 7 octobre. Encore une fois, seulement quelques mois après, personne ne savait ce qui allait se passer. On nous avait dit qu'ils allaient simplement mener une réponse militaire rapide à Gaza. Maintenant, on se rend compte que c'est un nettoyage ethnique. Ils le font intentionnellement. C'est une démolition. C'est simplement une démolition contrôlée. En fait, c'est ce que nous voyons. Ils démolissent tout ce qui se trouve sur leur passage. Et voici ce que Jared Kushner a déclaré sur scène à Harvard seulement quelques mois après. Il a apparemment peut-être vu cette démolition avant nous tous. Écoutez bien. Je pense que les deux camps dépensent une fortune dans le domaine militaire. Je pense qu'aucun des deux camps ne souhaite vraiment avoir, vous savez, une organisation terroriste enclavée juste entre eux. Sur le front de mer de Gaza, cela pourrait avoir beaucoup de valeur si les gens se concentraient sur le développement, vous savez, des moyens de subsistance. Quand on pense à tout l'argent qui a été investi dans ce réseau de tunnels et dans toutes les munitions, si cet argent avait été investi dans l'éducation ou l'innovation, qu'est-ce qui aurait pu être accompli? Donc, je pense que c'est une situation un peu malheureuse là-bas. Mais je pense que du point de vue d'Israël, je ferai de mon mieux pour déplacer la population puis nettoyer la zone. C'est une façon très élégante de dire qu'on nettoie la région ethniquement, puis on se retrouve avec une propriété de valeur. On a une propriété de front de mer très précieuse. Ensuite, on sait que Trump parle de construire des hôtels Trump, et ça fait vraiment réfléchir. D'accord, c'était le 15 février 2024, et il avait déjà une vision immobilière pour le déplacement des habitants de Gaza. Alors, revenons à nos indicateurs, d'accord? Nos indicateurs, est-ce qu'on a ça, les gars, depuis le début? C'est de ça qu'on parle. Blanchiment d'identité, le toucher de Midas, déviance sexuelle, théâtre, révisionnisme historique. Et concernant le toucher de Midas, apparemment, il a été rapporté, et ce n'était pas un rapport politique d'ailleurs. Cela a été fait en 2006, avant que Jared Kushner ne soit connu du grand public. Il y avait ce type qui disait que, oui, Jared Kushner était entré à Harvard grâce à ce toucher de Midas. Il disait qu'il n'avait pas les notes nécessaires pour entrer à Harvard. Je vais vous parler de ce type. Ce type, c'est Dan Golden. Il a écrit un livre en 2006 intitulé « Le prix de l'admission ». À cette époque, il menait une enquête, encore une fois sans lien avec la politique, ni de gauche ni de droite. Il trouvait cela intéressant. Beaucoup de personnes de ce genre allaient à Harvard sans être qualifiées. Il enquêtait sur les raisons pour lesquelles tant d'enfants de l'élite n'arrivaient pas à entrer à Harvard, malgré le fait qu'ils n'avaient pas le niveau académique requis. Et Jared Kushner est apparu naturellement dans son enquête. Et selon lui et ses recherches, il écrit, je cite, « Le promoteur immobilier du New Jersey, Charles Kushner, c'est le père de Jared, dont nous allons parler dans un instant, avait promis 2 500 000 $ à l'université Harvard en 1998. Peu de temps avant, pas longtemps avant que son fils Jared ne soit admis dans la prestigieuse université de l'Ivy League. À l'époque, Harvard acceptait environ un candidat sur 9, écrit-il. Il est ensuite allé interroger d'anciens administrateurs du lycée de Jared à ce sujet sur cette particularité. Vous décidez de faire un don avant même que votre fils, vous savez, ait décidé qu'il voulait y aller. Il est sur le point de postuler. Et donc, il a retrouvé un ancien administrateur du lycée de Jared, la Frisch School. Et dans son livre, il cite l'administrateur qui aurait dit, je cite, « Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un dans le bureau administratif de l'école pense qu'il serait, sur le mérite, accepté à Harvard. » C'est encore un ancien responsable de la Frisch School à Paramus, dans le New Jersey. L'administrateur poursuit en disant, je cite, « Sa moyenne générale ne le justifiait pas. Ses scores au SAT ne le justifiaient pas. Nous étions convaincus qu'il n'y avait aucune chance que cela arrive. » Et voilà que Jared a été accepté. D'accord, donc Charles Kushner, puis il fait plus de recherches, découvre qu'il siège à un conseil ou à une commission à Harvard avec sa femme et qu'ils ont été autorisés à siéger à cette commission alors qu'à ce moment-là, il avait déjà été reconnu coupable de délits financiers. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici?
Encore une de ces histoires, nous venions de Russie et, soudain, en quelques mois, nous nous sommes retrouvés avec des millions de dollars. Le travail acharné finit toujours par payer, mec. Que puis-je vous dire? Nous avons simplement travaillé très dur. Fortune. Voilà l'histoire de la famille Kushner. C'est intéressant. Et quand on parle de déviance sexuelle et de chantage, je me demande vraiment pourquoi Trump a jugé bon de nommer Charles Kushner. En tant qu'ambassadeur, après lui avoir accordé une grâce, en tant qu'ambassadeur, bien sûr, en France. Parce que qu'est-ce qu'on sait avec certitude sur Charles Kushner? Eh bien, on sait que s'il est allé en prison, c'était pour fraude fiscale et subornation de témoins. Et si vous vous demandez s'il était coupable ou non et que vous ne savez pas à quel point l'histoire est répugnante, le procureur général de l'époque qui l'a fait condamner était Chris Christie, procureur général du New Jersey. Et je n'ai jamais connu l'histoire derrière tout ça, ce que Charles Kushner a fait, et c'est le cas. Je vais simplement vous laisser écouter Chris Christie le raconter parce que Margaret Hoover l'interrogeait dans l'émission Firing Line sur PBS. C'est une journaliste, Margaret Hoover, et elle interrogeait Chris Christie à propos de l'époque où il a envoyé Charles Kushner en prison. Écoutez bien. J'ai été surpris que vous ne vous soyez pas davantage défendu d'avoir poursuivi Charles Kushner dans le livre. Je pense simplement que c'était tellement évident qu'il devait être poursuivi. Je veux dire, si un type engage une prostituée pour séduire son beau-frère, qu'il enregistre la scène en vidéo et envoie ensuite la cassette à sa sœur pour tenter de l'intimider afin qu'elle ne témoigne pas devant un grand jury. Ai-je vraiment besoin de plus de justification que cela? C'est l'un des crimes les plus ignobles et répugnants que j'ai eu à poursuivre lorsque j'étais procureur fédéral. Et j'étais procureur fédéral dans le New Jersey. Margaret, donc on avait là-bas des crimes vraiment ignobles et répugnants. Mais j'ai simplement exposé les faits, et toute personne objective qui regarde ces faits sait, face à ces éléments, que j'avais une obligation morale et éthique d'engager ces poursuites. Tu sais, je sais que beaucoup de gens ont des conflits dans leur famille. On a tous des problèmes de famille. Tout le monde a des problèmes de famille. Mais là, ce n'est pas un problème de famille ordinaire. Tu peux imaginer ça. Ton frère ou ta sœur a des ennuis pour fraude fiscale. Tu détiens des informations que le gouvernement recherche, donc ils veulent faire de toi un témoin. Pour t'empêcher de témoigner dans cette affaire importante, ton frère va voir ton mari en personne. Il prend alors la décision d'engager une prostituée, une femme qu'il ne connaît pas, dans le but précis de la faire séduire ton mari. Il organise la rencontre et filme ton mari en train d'avoir des relations sexuelles avec cette femme, afin d'obtenir des preuves compromettantes. Ce plan vise à te faire du chantage et à t'empêcher de parler. Et une fois qu'il a cet enregistrement, il vient te voir et te menace avec « Je suis sans voix ». Encore plus sans voix en apprenant que Trump lui a accordé une grâce. Et non seulement il lui a accordé une grâce, c'est déjà quelque chose, d'accord? Tu veux rendre des services, c'est à ça que servent les grâces présidentielles en fin de mandat. Tout le monde le fait. Donc tout le monde est coupable de faire ça. Il n'y a pas un camp meilleur que l'autre. Au final, ils protègent toujours leurs potes. Mais alors, lui donner le poste d'ambassadeur en France, peut-être qu'il était même surqualifié pour ça, en fait. Déviance sexuelle, peut-être qu'il était vraiment trop qualifié pour ce poste. Mais cela soulève la question de savoir pourquoi il le voulait. Pourquoi quelqu'un qui a plus de 70 ans voudrait-il être ambassadeur de France? Je ne sais pas s'il parle français. Peut-être que oui. De France. Quels sont les avantages d'être ambassadeur? Eh bien, vous devenez un intermédiaire. Je pense que c'est l'un des avantages, mais il faut se poser ces questions maintenant, car il semble que nous ayons été complètement dupés et que nous continuions de l'être à propos de quelque chose d'aussi sinistre que des crimes contre des enfants. On nous traite d'idiots, non? On nous traite de faibles parce qu'on ose dire, excusez-moi, il n'y a pas seulement de la fumée ici, il y a le feu. Et ça ne me plaît pas. Je n'aime pas l'implication de Jared au Moyen-Orient. Je pense que c'est au mieux un conflit d'intérêts pour Trump en ce moment. Ce que font Ivanka et Jared, leur chemin vers le statut de milliardaire, c'est au mieux un conflit d'intérêts. À qui sont-ils le plus loyaux? À qui Trump est-il le plus loyal? Est-ce que Ivanka et Jared sont plus loyaux envers Israël? Trump est-il donc plus loyal envers sa fille, Ivanka, qu'envers les États-Unis? Est-ce que ce sont des questions légitimes? Je pense que oui, d'accord, parce que maintenant, vous essayez de nous manipuler et nous allons continuer à poser ces questions. Quoi qu'il en soit, je me demande ce que vous en pensez, vous tous. Il n'y a aucune pierre que je laisserai non retournée quand il s'agit de nuire aux enfants.
C'était la ligne rouge. Et il est complètement insensé de la part de Trump de penser qu'il peut rediriger l'énergie de MAGA ailleurs et nous dire « Oh non, ne regardez pas par là !» Avant de passer à vos commentaires, je vous rappelle American Financing, car les coûts augmentent partout. Essence, courses, réparation à la maison. Si vous êtes propriétaire, vous vous êtes sûrement déjà demandé si appeler American Financing pour rembourser cette dette de carte de crédit valait le coup. Et puis, vous avez hésité pour ce taux hypothécaire bas actuel. Mais écoutez, ce taux bas ne vous fait pas vraiment économiser si vous êtes submergé par des intérêts de carte de crédit à 25% ou plus. C'est un calcul que personne ne veut faire, mais ça coûte cher. Voici la vérité. Si vous ne faites que les paiements minimums, cette dette vous suivra pendant des années. C'est pour cela que les gens appellent American Financing, car ils font économiser en moyenne $800 par mois à leurs clients en utilisant leur capital pour se libérer des dettes de carte de crédit. Vous le devez à votre famille d'explorer ce qui est possible. Aucun frais initial. Il n'y a aucune pression. Cela ne vous coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser chaque mois. Et si vous commencez à économiser, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. N'attendez plus. Appelez American Financing aujourd'hui. Le numéro est 807 95 12 10. Le numéro est 807 95 12 10. Allez sur americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. Je vous rappelle aussi Nimi Skincare, car comme beaucoup le savent, j'adore Nimi Skincare. Juste quand je pensais que les produits ne pouvaient pas être meilleurs, ils ont lancé la nouvelle gamme Talo, vendue en moins de 3 heures. Je les ai appelés « Bonne nouvelle ». Elle est de retour en stock, mais seulement jusqu'à épuisement. Donc, si vous ne connaissez pas encore le Suif, il est incroyablement similaire à la structure naturelle de notre peau. Cela signifie que les vitamines essentielles A, D, E et K sont toutes biodisponibles et qu'elles sont faciles à absorber. Il aide à réparer la barrière cutanée, retient l'hydratation et offre de puissants bienfaits anti-inflammatoires. Nimi va encore plus loin en infusant ce Suif avec leurs huiles essentielles naturelles, ce qui le rend encore plus luxueux et efficace. Leurs 2 nouveaux produits sont la Sunshine Tallow Cream, une crème légère fouettée pour le visage qui s'absorbe rapidement, parfaite sous le maquillage, et leur Buzzing Tallow Balm, un baume riche qui forme une barrière protectrice pour retenir l'hydratation et réparer la peau en profondeur. Nimi Skincare est fièrement américaine, détenue par des conservateurs et ancrée dans les valeurs de foi, de famille et de liberté. C'est une marque de soins pour ceux d'entre nous qui veulent que leur argent reflète leurs valeurs. J'adore Nimi, et je suis fière de soutenir leur mission de créer des soins plus sains et meilleurs pour vous. Ces nouveaux produits Thaler en sont la preuve. Et ce n'est que le début. Alors n'attendez pas, rendez-vous sur nemiskincare.com et utilisez mon code CANDICE10 pour économiser 10% sur votre commande. Commencez à soutenir des entreprises qui défendent ce en quoi vous croyez. Avec Nemi, vous n'obtenez pas seulement une belle peau, vous bénéficiez de soins sans compromis. C'est NIMI, skincare.com et utilisez mon code CANDICE10. Bon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je réfléchis beaucoup. Je n'aime pas du tout. Je ne ressens rien. Cette version de Trump, vraiment pas. Et je ne vais pas du tout hésiter à le dire. Vraiment, je ne vais pas. Nous avons ST qui écrit dans les commentaires « Candace, j'admire ton courage. C'est vraiment du journalisme de classe mondiale. Aucun homme n'ose en parler publiquement. Oui, eh bien, on comprend pourquoi. Regardez leur vie, ce qui est arrivé aux gens. Le problème, c'est que si nous restons tous silencieux, nous n'atteindrons jamais la masse critique. Et je pense que nous avons enfin atteint la masse critique sur le sujet d'Israël. C'est pourquoi ils adoptent ces lois sur la liberté d'expression, surtout à Harvard. En regardant Trump, que signifie ce que son administration a fait à Harvard? Pourquoi Harvard était-il central? Ah, c'est ce que nous faisons. Nous redéfinissons l'antisémitisme, le même délire woke qui se produisait quand la gauche était au pouvoir. Mais eux le faisaient sous couvert de racisme. Ce sont des lois sur la parole. D'accord? Je me fiche que tu sois offensé parce que tu es noir, juif ou peu importe ce que tu penses être qui te rend spécial. D'accord? Tu n'es pas spécial. Tu peux gérer la parole. Si tu as besoin de rentrer chez toi et de pleurer, tu peux le faire. Mais tu n'as pas le droit de menacer notre liberté d'expression parce que tu te crois intouchable. C'est ridicule. Encore une fois, Harvard, le toucher de Midas. Ils passent tous par Harvard. Je vous le dis, je connais beaucoup d'idiots qui sont passés par Harvard et ça n'a jamais eu de sens pour moi, à moins que ce ne soit une opération, à moins qu'il y ait une manœuvre qui s'y déroule. Je laisse juste ça là. Radisson écrit « Homme musulman ici, né et élevé en Amérique. Je voulais juste te dire à quel point tu es génial et te faire savoir combien de musulmans à travers le monde apprécient tout ce que tu fais. Merci. Je veux dire, il y a tellement de choses à analyser là-dedans, tu sais. Par la tromperie, tu feras la guerre. Surtout, bien sûr, au Moyen-Orient.
Je pense qu'Israël a causé beaucoup de problèmes au Moyen-Orient. Je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, on en arrive même à la Syrie, ils bombardent Damas. C'est Bibi Netanyahou qui a financé les terroristes? Donc tu vois ces histoires maintenant, encore une fois, ils effacent l'histoire d'hier. Va voir. Bibi Netanyahou a financé Al-Nosra en Syrie. C'est à cause de lui. Il a renversé le gouvernement d'Assad. Il protégeait les chrétiens. Maintenant, les sionistes arrivent. Regarde ce qui se passe. Des chrétiens meurent en Syrie. Oui, à la demande de Bibi Netanyahou. Qui est Daesh? Est-ce que quelqu'un croit encore que ce sont des musulmans? Est-ce que quelqu'un ne croit vraiment pas que ce sont la CIA et le Mossad? Est-ce que quelqu'un ne se pose pas naturellement ces questions maintenant, étant donné que Daesh n'attaque jamais Israël? En fait, toutes les personnes qu'ils attaquent, pour une raison ou une autre, ça aide toujours Israël à un moment donné. Et oui, Al-Nosra, qui était au départ, c'est en gros une branche d'Al-Qaïda en Syrie. On en a parlé avec Scott Horton. On a passé des heures là-dessus. C'est vraiment lui, l'expert sur ce sujet. On a parlé de ce qui se passait en Syrie. C'est Bibi Netanyahou. Il a renversé Assad. Il ne cesse de vous dire que les gens qu'il renverse sont des personnes meurtrières et folles. On savait ce qui allait se passer dès qu'ils ont renversé Assad. Israël a déplacé ses frontières. Et maintenant, ils font tout beaucoup plus vite. Partout, que ce soit au Liban, en Syrie, ils deviennent fous. Et il est très clair que tout cela fait partie d'un plan. D'accord, cela ne s'est pas produit à cause du 7 octobre. C'était un plan et Bibi Netanyahou est en train de l'exécuter. C'est mon opinion. Et je vais l'exprimer tant qu'il est encore possible de le faire en toute sécurité dans ce pays. CA écrit « À combien estimes-tu la valeur des informations que Trump détient? 0 si elles sont rendues publiques, des millions, voire des milliards si elles restent secrètes. Ses amis milliardaires seront ravis de payer pour qu'il garde le silence. Oui, non, je ne pense pas, je pense que cela implique Israël. C'est aussi simple que ça. Et pour la future génération de richesse, les milliardaires qui transmettront le flambeau à Anka et à sa famille s'ils sont investis, comme je le crois et comme il est évident qu'ils le sont, en Israël, alors on ne veut pas qu'Israël passe de mode, qu'il ne soit plus à la mode en Amérique. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est la réponse la plus évidente. Au bout du compte, c'est un homme d'affaires, non? C'est ce que Trump a toujours été, un homme d'affaires. Il aime les affaires. Encore une fois, je fais des suppositions ici, mais ce sont des questions légitimes à poser, étant donné qu'il en est arrivé à traiter sa base d'idiotes. Donc, je vais poser ces questions. Nucifar écrit « Candace, le blanchiment d'identité permet aux élites de réécrire la vérité, tout comme ils ont enterré la liste des clients d'Epstein. Même scénario. Effacer le passé, contrôler le récit. Quand exigerons-nous des comptes de la part des intouchables? Nous le faisons maintenant. Nous l'exigeons maintenant. Nous avons ces conversations maintenant, ouvertement. C'est à cela que je consacre mon temps, parce que c'est bien moins cher que ce que vous imaginez. Et au fur et à mesure que nous avancerons dans cette série, vous allez vous rendre compte que rien de ce qu'on nous a dit, nous vivons littéralement dans une matrice. Nous vivons dans une matrice. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui détiennent le pouvoir. Ils ont volé, pillé, ils semblaient naturellement réussis. Ils ont tous eu la main de Midas. C'est volé à notre détriment. Je veux dire, réfléchissez vraiment en profondeur. Je vais vous laisser sur une note philosophique ici, mais j'aimerais que vous réfléchissiez profondément à ce que cela signifie si des personnes sous-qualifiées bénéficient simplement d'une main de Midas dans la vie et obtiennent, vous savez, de faux diplômes dans les universités. Alors que le reste d'entre nous essaye, vous savez peut-être qu'on va obtenir un prêt étudiant et qu'on s'endette. Ces personnes entrent dans ces écoles alors qu'elles ne sont pas qualifiées. Et ensuite, elles intègrent des entreprises pour y travailler sans être qualifiées. Parce que, au final, qu'est-ce que sont ces gens? Ce sont des acteurs, d'accord? C'est du théâtre. Donc, nous sommes en concurrence et il n'y a aucun moyen pour nous d'intégrer la classe élite parce qu'ils jouent tous un rôle. Qu'est-ce que cela ferait de nous? Réfléchissez à cela philosophiquement. Cela fait de nous des esclaves, d'accord? C'est une nouvelle forme d'esclavage. C'est une plantation moderne. Les mêmes propriétaires, exactement les mêmes propriétaires que les plantations. Et ils nous poussent à nous endetter, à accumuler des dettes de carte de crédit, ceci, cela. Ensuite, il y a ces crises financières. Ils nous abrutissent, nous font passer par l'école publique pendant qu'eux ont leur propre programme et écoles spéciales auxquelles ils ont accès, nous rendant stupides, nous faisant débattre de sujets idiots. Et ils ne perdent aucun pouvoir. Ils ne perdent même pas le sommeil. Ils ne se soucient même pas de savoir qui va gagner la présidence. Ils sont là, genre, peu importe. C'est ça, une matrice. Tout est faux. C'est littéralement entièrement faux.
Et c'est ce que l'affaire Epstein menace. Si tu tires sur ce fil, ça implique tellement de pays et tu te rends compte qu'aucun de ces personnages n'est réel. Ces personnages sont juste placés à certains endroits pour servir Israël. Cela fait d'Israël le maître de l'univers. Et c'est inquiétant, parce que c'est un État qui a un hexagramme sur son drapeau. D'accord? Ils mentent de même sur l'histoire de l'étoile de David. C'est un hexagramme. C'est une secte. Tu ne peux pas juste effacer ça. Ce n'était même pas si vieux. Beaucoup de livres montrent que c'est un hexagramme. Pourquoi fais-tu semblant d'y croire? C'est cultuel. Tu commences à t'intéresser à Aleister Crowley. Qui avait l'étoile de David sur ses livres, non? C'était un occultiste convaincu. Il a fondé une religion qui croyait en la magie sexuelle en parlant de déviance sexuelle et de choses de ce genre. Aleister Crowley, les choses auxquelles il croyait... Ouais, tu essaies déjà d'effacer une chemise. Tu dis, non, ce n'est pas ça, c'est religieux, non, c'est un hexagramme. D'accord, on n'est pas stupide. On va parler de tout ça. Je pourrais m'énerver à propos des mensonges que cette nation a racontés. Je veux dire, même pas ça, l'étoile de David. C'était autrefois le drapeau du Maroc. D'accord. Pourquoi? C'est étrange. Ce n'est pas un État juif. Pourquoi? Que se passait-il au Maroc? Que se passe-t-il en Algérie, en Tunisie et au Maroc? André Gide. On va parler de tout ça. Aleister Crowley. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Des initiations. Pourquoi auraient-ils mis leur hexagramme dans ces pays? Bref, je vais m'arrêter là parce que je vais beaucoup trop loin sur ce sujet. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, quelqu'un vient de donner de l'argent et a dit « Tous les chemins mènent à l'occulte ». Oui, c'est une nation occulte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout ce dans quoi ils sont impliqués est occulte. Et c'est pour cela qu'on doit en quelque sorte réveiller le monde à ce sujet très rapidement, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Et la seule façon dont nous pourrons combattre cela, c'est en étant prêts à dire la vérité. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent soutenir mon travail de journaliste, vous pouvez vous rendre sur le site web. Je n'ai malheureusement pas la main de Midas. Et vous pouvez acheter des articles de la boutique. Vous pouvez vous inscrire. Oui, nous avons de nouveaux produits dérivés. Vous pouvez aussi vous inscrire à la série Shot in the Dark. Vous pouvez rejoindre notre club de lecture. Mardi prochain, c'est notre prochaine réunion où nous terminerons Hollywood Babylone, ce que nous avons également étudié. Aleister Crowley, l'occultisme, ils ont aussi fondé Hollywood. Et oui, nous croyons que ce que nous voyons dans leurs films, c'est l'histoire. Cela fait partie de la réécriture de l'histoire, diriger Hollywood, faire croire aux gens que ces acteurs et actrices étaient simplement très talentueux, alors qu'en réalité, ils sortent de leurs écoles spéciales. Ces personnes sont formées. Elles sont formées. Votre monde, je déteste devoir le faire s'effondrer. C'est une illusion soigneusement tissée, mais ce n'est pas grave parce qu'elle devrait justement s'effondrer, non? Parce qu'ensuite, on peut revenir au début et reconnaître ce qui est réel et ce qui est faux. Qu'est-ce qui est réel? Je vois ce que j'ai fait là. Bref, on se retrouve lundi